Tu crois que c'est de l'amour, mais tu finis par douter de toi. Tu reçois des compliments, puis des reproches, une présence intense, puis le silence, et t'as beau essayer de comprendre, tu te sens de plus en plus perdu. Et si c'était pas de l'amour, et si c'était le début d'un lien toxique? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer des signes concrets pour faire la différence entre un comportement narcissique, une vraie personnalité narcissique, et la perversion narcissique. Parce que voir clair, c'est ce qui va te permettre de te rendre libre. Je te retrouve tout de suite dans cette vidéo. Dans certaines situations de stress ou d'insécurité affective, il est courant d'adopter donc certains comportements narcissiques, c'est-à-dire chercher de l'attention, vouloir briller au travers du regard de l'autre, éviter de se remettre en question, et ainsi de suite. Et ces comportements, quand ils sont ponctuels comme ça, ils ne sont pas pathologiques, ni même toxiques, mais ça peut être des tentatives, souvent inconscientes, c'est-à-dire des mécanismes automatiques qui donc servent afin de se sentir exister ou pour apaiser une blessure intérieure. Par exemple, c'est ce qu'on va voir après, offrir un cadeau marquant à quelqu'un pour garder une place spéciale dans sa vie, mais en même temps, on garde une certaine distance émotionnelle avec cette personne-là. Et donc justement, c'est ce qu'on va voir dans l'exemple-là qui va permettre de montrer ce genre de comportement narcissique ponctuel qui ne cherche pas à être toxique, ni même à mettre quelqu'un sous emprise, mais qui sont mus par des besoins finalement de validation intérieure. Donc là, on va voir le cas concret de Paul et Karina, qui va donner donc une dynamique floue, mais assez familière. Donc Paul travaille régulièrement depuis des cafés ou des restaurants, etc. Et très vite, il va remarquer Karina, donc la serveuse du café en question, et il va voir que y a des échanges de regards. Jour après jour, les regards se croisent, les sourires s'échangent, etc. Du coup, Paul, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il va finir par engager donc la conversation. Puis au fil des interactions, il y a une complicité qui s'installe, il y a des blagues partagées, des moments de connivence, des petits rituels, etc. Et puis à un moment donné, Karina va un peu prendre confiance et tout, puis elle va commencer à venir spontanément donc à la table de Paul pour aller tchatcher un petit peu avec lui, etc. Puis du coup, après plusieurs semaines, la dynamique elle s'intensifie. Puis Karina, elle cherche clairement le contact visuel, plaisante souvent, et crée une ambiance de proximité. Puis du coup, un jour, en parlant d'Instagram, c'est elle qui va proposer à Paul de l'ajouter. Du coup, Paul, forcément, à ce moment-là, il se dit, là, il y a une ouverture, il y a un truc, quoi, puisque ça devient plus perso. Ça reste plus dans le contexte professionnel, client, serveuse, quoi. Et puis du coup, Paul, il va se mettre un jour à lui envoyer un message privé, et puis là, il va, à sa plus grande surprise, se rendre compte que du coup, Karina, elle met plus de 24 heures à lire son message. Et quand elle y répond, c'est de manière brève, sans relancer. Et là, Paul, si jusque-là, tout était bien fluide, etc., dans les moments où il était au café, etc., là, il ressent un certain décalage étrange. Il se dit, il y a un truc qui colle pas, en fait. Et ce décalage, ça ne sera pas un simple incident isolé, parce qu'il va se répéter dans le temps, ce qui va renforcer l'impression de flou. Donc Paul, il se retrouve un petit peu, en exagérant un petit peu, mais avec deux Karina différentes, en fait. On pourrait dire la Karina du café, qui est tactile, qui est drôle, qui est enjouée, qui cherche constamment le regard de Paul, allant jusqu'à lui demander de manière répétée, tu fais quoi ce soir, tu vas faire quoi ce week-end, etc., qui pourrait laisser entendre peut-être autre chose, comme une invitation déguisée ou indirecte, et même lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Puis du coup, Paul, il fait aussi face à la Karina des réseaux, distante, absente, peu investie dans l'échange. Elle réactive uniquement quand Paul initie donc un contact. Pourtant, c'est quand même elle qui a proposé l'ajout sur Instagram. Du coup, Paul, il se dit alors, en fait, elle est intéressée, mais elle est un petit peu timide, elle manifeste son intérêt, notamment de manière détournée avec le cadeau d'anniversaire, etc. Du coup, il se dit, en fait, il faut juste que j'y aille franco, quoi. Et donc, du coup, Paul, il décide de l'inviter à dîner. Et là, Karina va répondre avec un grand sourire et de manière très cool, je vais y penser. Donc là, Paul est dans le Schwartz complet. Il ne comprend plus, puisqu'en fait, ça envoie des mix signals, enfin des signaux ambivalents. Et Paul, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui est là, mais en même temps, pas vraiment accessible. Et surtout, chaque fois que Paul, en gros, il fait un pas, Karine recule. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une forme de manipulation douce, en fait. Sans intention malveillante, sans chercher à détruire l'autre, mais ça va quand même créer de la confusion chez l'autre. Et donc Karina, elle n'est pas dans une intention de chercher à nuire à Paul. Ce qu'elle cherche, en fait, c'est à créer une dynamique qui fait qu'elle se sentira aimée, importante et regardée. Donc, et c'est ça le point important, elle initie le lien, mais bloque l'intimité. Et ce type de comportement peut être qualifié de manipulation douce.
parce que ça trouble l'autre, et pourtant, c'est pas motivé par une intention malveillante. Et en fait, c'est une tentative inconsciente d'obtenir de la validation affective sans avoir à s'impliquer réellement. Donc ça, c'est pas de la perversion narcissique, ça va être des petits, on va dire du narcissisme ponctuel, parce que Karina est en manque d'affection, en manque d'attention, donc du coup, j'ai envie de dire, l'occasion fait le larron. Là, il y a une personne avec qui, du coup, il y aurait possibilité de nourrir certains vides. Donc en fait, c'est du comportement narcissique défensif qui peut donc créer la confusion, mais qui ne vise pas à dominer l'autre, même si ça va quand même créer une situation où on va quand même un petit peu, de manière douce, contrôler l'autre personne, et le but, c'est de combler un vide, mais sans s'engager. Ce qui est important à retenir dans cette première partie, c'est que du coup, de la part de Karina, alors là, dans l'exemple, c'est une femme, mais ça pourrait être un homme, ça serait pareil, il y a une volonté de la part de Karina. Karina veut quelque chose de cette interaction. C'est juste que jusqu'où elle va vouloir ce quelque chose. Ça, c'est hyper important de le comprendre parce que, surtout de nos jours, dans les interactions sociales, etc., notamment dans l'histoire des relations amoureuses, de dating et tout, quelqu'un veut quelque chose, mais jusqu'où ? Par exemple, dans le parcours d'E-Flamme Jumelle, on va retrouver ça aussi. Oui, mais le runner, il veut quelque chose. Oui, c'est vrai, mais jusqu'où, en fait ? Le runner, par exemple, on va retrouver des runners qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire que ils vont jusqu'à un certain point, le charnel, etc., pour un certain temps. Donc Paul, en l'occurrence ici, pourrait croire, si ça allait pareil dans le charnel avec Karina, etc., pourrait croire que Karina veut une vraie relation de couple. Non, en fait, non, elle veut peut-être juste de l'attention, du charnel, mais que ça lui suffit. Pour elle, pour combler ses vides, ça ira pas plus loin que ça. Ça ira pas dans un engagement amoureux. On vivra pas ensemble sous le même toit, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important de le garder en mémoire, c'est les faits, rien que les faits, uniquement que les faits, parce qu'il n'y a que ça de vrai, c'est ça qui montre jusqu'où Paul ou Karina a envie d'aller, notamment dans cette interaction. Alors maintenant, on va passer à la catégorie numéro 2, donc la personnalité narcissique, un schéma relationnel rigide, c'est-à-dire que là, on est face à une personnalité narcissique, donc structurée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnalités narcissiques, il y en a plus de 12. Donc, toute personnalité narcissique n'est pas forcément dans la destruction, dans une intention de destruction, c'est ce qu'on va voir au cas numéro 3, mais il faut quand même le savoir, toute personnalité narcissique n'est donc pas dans une intention de destruction. Alors là, on est dans le cas où ces comportements deviennent fréquents, prévisibles, et qu'ils façonnent donc du coup durablement la manière d'entrer en relation, et donc on parle de personnalité narcissique. Donc le narcissique, souvent, alors dans les grandes lignes, c'est un besoin permanent d'admiration, une vision grandiose de lui-même, de grandes difficultés à reconnaître ses torts, là-dessus ils sont pas très forts, une incapacité à créer un lien profond basé sur la réciprocité. Ce type de personnalité, elle peut manipuler, mais souvent sans conscience claire de la souffrance qu'elles infligent, et même quand ça leur est pointé du doigt, on se rend bien compte que c'est pas trop leur dada de se rendre compte de ça et donc de modifier les comportements derrière, c'est-à-dire qu'il y a un peu un énorme manque d'empathie. Cette personne-là, elle est centrée sur elle-même, mais elle cherche pas nécessairement à détruire l'autre, pour autant le résultat sera destructeur, et comme je l'ai dit juste avant, même quand on leur dit du coup, il faut reconnaître ses torts, et comme c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que reconnaître qu'elle t'a fait du mal, la personne, c'est reconnaître qu'elle a des torts, donc du coup, se regarder soi-même, donc du coup, rentrer dans son intériorité, donc du coup, faire un changement, et là, avec ces personnalités-là, on est en général très fortement verrouillé. Donc là, maintenant, on va voir un cas concret, donc Pauline et Thomas, admiration, contrôle et instabilité affective. Donc du coup, Pauline rencontre Thomas sur une appli, et très vite, il se montre charmeur, brillant et sûr de lui. Donc du coup, il parle de ses projets ambitieux, de ses réussites, de ses valeurs fortes, etc. Donc il donne une image d'un homme inspirant, passionné, et donc du coup, forcément, Pauline est séduite. Et pendant les premières semaines, il l'inonde d'attention. Messages tous les jours, compliments appuyés, discussions profondes, etc. Il lui dit qu'il n'a jamais été aussi connecté à quelqu'un, donc Pauline a l'impression de vivre une relation donc intense, presque fusionnelle. Mais rapidement, il y a une autre facette qui va commencer à émerger. Et Thomas commence à se montrer critique, exigeant, parfois méprisant. Il souligne par exemple subtilement les défauts de Pauline. Ah, t'es trop émotive, tu t'attaches trop vite. Ou il va dévaloriser ses goûts, ses décisions, ses proches. Alors tout ça peut être fait de manière très flagrante comme très subtile. Il disparaît plusieurs jours, puis revient comme si de rien n'était, s'attendant à ce que Pauline l'accueille les bras ouverts. Quand Pauline exprime donc son malaise, il retourne la situation contre elle. Par exemple, tu te fais des films, t'es trop sensible.
Je peux pas te rassurer tout le temps. Parce que c'est lourd, quoi. Et du coup, il revient toujours avec un compliment aussi, donc une promesse, donc un moment fort. En fait, il fait un coup du chaud, un coup du froid. Et Pauline, elle s'y accroche. Parce qu'elle se demande, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Et c'est là où on en revient à ce que je dis dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que Pauline va commencer à croire que si l'autre réagit comme il est, enfin comme ça plutôt, ou s'il est comme il est, bah, c'est à cause de Pauline, c'est elle qui a fait quelque chose de mal en fait. Et donc du coup, elle se remet en question. Elle essaye d'être à la hauteur de ce qu'il attend, et le schéma se répète, et se répète, et se répète. Et en fait, on va se rendre compte que Thomas est incapable de vraie réciprocité émotionnelle. Il veut être admiré, reconnu, écouté, ça, il n'y a pas de souci. Mais dès que Pauline a un besoin ou une vulnérabilité, bah, soit il se retire, soit il va l'attaquer. Et là, on est dans une dynamique narcissique, mais pas de perversion, parce que Thomas, il n'est pas dans de la perversion narcissique, dans le sens où il ne cherche pas à détruire Pauline, même si au final, ce genre de comportement créera la destruction. Il ne met pas, en place un plan d'emprise, mais il fonctionne par captation, c'est-à-dire qu'il veut bien se sentir aimé, supérieur, indispensable, mais sans assumer la responsabilité affective du lien. Du coup, il a besoin de l'autre pour se valoriser, mais pas pour co-construire une relation équilibrée. Et ça, c'est super important parce que, encore une fois, ce genre de situation, que ça fasse partie d'une personnalité narcissique ou pas, c'est-à-dire j'ai besoin de toi pour me valoriser, pour me sentir aimé, entendu, écouté, mais je suis pas prêt à co-construire une relation équilibrée. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez récurrent de nos jours. Et là, on est monté d'un cran par rapport à la première partie de la vidéo. Donc du coup, il charme, il capte et rejette selon les besoins du moment. Alors, c'est pas de la cruauté intentionnelle, encore une fois, mais c'est quand même une relation instable, déséquilibrée, et l'autre, en l'occurrence Pauline, va finir par se perdre elle-même en essayant de rester entre guillemets à la hauteur. Et ça aussi, diminuer l'autre pour lui montrer qu'elle n'est pas assez, c'est s'assurer à long terme qu'une personne fasse tous les efforts du monde pour essayer d'être assez, donc c'est s'assurer le fait d'être accompagné, d'être valorisé, puisque du coup l'autre personne a décidé qu'elle était moins que nous, donc du coup il faut qu'elle travaille très fort pour nous mériter, puisqu'on nous on est au-dessus de tout ça, bien évidemment on est tellement loin. Donc en fait on s'assure que quelqu'un nourrisse le lien encore et encore en fait, tout simplement. Et le problème, c'est les effets destructeurs en fait réels de ce genre de dynamique, quand bien même Thomas ne serait pas dans une optique consciente de je fais ci ou ça pour détruire l'autre. Le problème, c'est que même s'il l'isole pas et ne l'humilie pas frontalement et qu'il met pas en place une stratégie d'emprise, en fait, il fonctionne quand même sur un mode relationnel égocentré, donc instable et ambivalent. Donc il attire donc Pauline pour se sentir valorisé, il rejette quand il est confronté à la demande d'intimité émotionnelle, notamment de la part de Pauline, et il revient quand il sent que l'autre s'éloigne. Donc ce schéma, répété sur la durée, crée chez Pauline un état de confusion mentale et émotionnelle. Donc du coup là, on va voir le type d'impact qui sont généralement constatés chez les personnes comme Pauline qui subissent ce genre de comportement. Alors sur Pauline, ce que ça va faire, parce que c'est une question de long terme aussi, c'est-à-dire ça se fait pas en 2 jours, c'est au fil des semaines, des mois, etc. Puisque Pauline, elle derrière, elle va être entre guillemets de genoux à terre, et son but c'est de se relever pour être à la hauteur de l'autre, pour combler les attentes de l'autre, pour qu'elle puisse enfin recevoir ce qu'elle désire. Et ça aussi, c'est un point clé qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce genre de dynamique, le résultat du binôme ne peut fonctionner que si, notamment Pauline, veut quelque chose de cette relation. Donc chacun joue sa partition, et ça va donner une musique, là, qu'on va appeler relation victime et narcissique, ou codépendant et narcissique. Alors même si Thomas ne veut pas lui faire du mal, forcément ce comportement qui est chronique va créer des effets délétères sur Pauline. Donc notamment on va retrouver le trouble de discernement émotionnel, donc c'est-à-dire que Pauline ne sait plus trop ce qu'elle ressent vraiment, ni ce qu'elle est en droit d'attendre, parce que c'est toujours tout ce qu'elle fait est toujours entre guillemets mal ou pas assez, donc elle va douter de ses perceptions et elle va finir par se demander si elle exagère pas, si c'est pas elle en fait finalement le problème en fait. Elle va également rentrer dans l'hyperculpabilité, c'est-à-dire qu'elle va sans cesse chercher à s'adapter à Thomas, à mieux communiquer, à être plus légère, moins exigeante. Donc là, elle va commencer à renier en fait finalement des choses en elle. Et surtout, ça c'est hyper important, elle va porter seule la responsabilité de la relation, croyant qu'en changeant son comportement, elle obtiendra enfin donc un lien réciproque. Du coup, il y aura un épuisement affectif, de la dévalorisation aussi intérieure, parce qu'au fil du temps, elle perd confiance en elle, son estime de soi va s'effriter, au début tout doucement,
puis après ça va vraiment tomber par couche, quoi. Et elle va finir par se croire pas assez bien, trop intense, trop fragile, trop ceci, trop cela. Et le regard de Thomas devient le baromètre de sa valeur. Et ça, c'est super important parce que peut-être que Pauline, quand elle est rentrée dans la relation, c'était une personne qui était plutôt bien en fait. Ça n'empêche pas qu'elle ait des failles, etc. Mais ça va aggraver la situation. Et ça, c'est aussi, il faut bien le comprendre. Certes, Pauline qui rentre dans la relation avec Thomas, et si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a certaines failles qui fait que du coup, euh, elle continue d'être dans la relation. Mais ce genre de comportement va aussi créer des problèmes qu'il n'y avait pas avant. Et donc forcément, ça va créer une dépendance émotionnelle. Donc là, plus Thomas devient distant, plus Pauline forcément va s'accrocher, croyant que le lien initial intense peut revenir. Donc ça, c'est vraiment le pompon au manège, c'est-à-dire que tout ce que fait Pauline, c'est dans l'optique de récupérer cette fameuse lune de miel. Et donc du coup, ce moment où c'était magique entre les deux. Donc du coup, la dépendance affective, elle commence à se créer insidieusement, et qui rend la sortie de la relation extrêmement difficile, parce que du coup, il y a eu la magie du départ qu'on voudrait retrouver, mais sauf que là, maintenant, on est 10 pieds sous terre, en essayant de revenir déjà au niveau normal, pour ensuite revenir. En gros, c'est comme si on passait du sous-sol -4 d'un garage au rez-de-chaussée pour revenir à l'étage numéro 10 de l'immeuble, qui était la lune de miel. Alors que quand on arrive dans cette relation, on était au niveau 0. Puis d'un coup, poum, on est monté à l'étage 10. Mais après, avec ce genre d'interaction, on redescend au sous-sol -10. Et là, on essaie de tout remonter en fait. Et même si dans ce cas présent, il n'y a pas de perversité consciente de la part de Thomas, finalement, la personnalité narcissique, donc non soignée, elle est vraiment destructrice. Et donc, Pauline va être détruite dans une certaine mesure psychiquement. Et donc, si Pauline elle reste trop longtemps dans cette dynamique, et très souvent c'est le cas parce que justement ça devient difficile de s'en sortir, puisqu'en fait on essaye de récupérer le rez-de-chaussée, puis ensuite l'étage +10, elle s'en sortira avec des séquelles profondes, perte de repères, détérioration de l'estime de soi, voire état de stress post-traumatique relationnel. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans cette quête que Pauline essaye d'accomplir, c'est-à-dire de revenir au rez-de-chaussée, c'est-à-dire le niveau où elle était en fait quand elle arrive dans la relation, pour ensuite remonter au +10, elle est toujours en train de travailler, de changer ci ou ça en elle. Et puis, ça peut arriver dans ces relations, enfin c'est même assez fréquent, que du coup, ça soit Thomas qui délaisse Pauline. Et là, Pauline, à ce moment-là, elle est encore plus effondrée parce que la relation, elle n'est pas bien parce que Pauline n'était pas assez ceci, pas assez cela, outre ceci, outre cela. Et en plus, elle n'a même pas eu l'occasion de revenir à son best comportement. L'autre l'a délaissé avant. Et ça, c'est extrêmement destructeur pour les personnes qui vivent cette étape-là. Catégorie numéro 3, le pervers narcissique, l'emprise et la destruction de l'autre. Donc là, avec la perversion narcissique, on franchit clairement un cap, c'est-à-dire celui de la manipulation destructrice délibérée. Alors, avant de passer à la suite, il faut quand même garder en mémoire que, et c'est là que ça devient un peu subtil, c'est que dans le cas numéro 1, donc du narcissisme ponctuel, Karine et Paul au café, comme dans le cas numéro 2, avec Pauline et Thomas, dans une relation de couple, mais avec une personnalité narcissique, non intentionnée de manière malveillante, mais ça sera destructeur, on peut retrouver tout un tas de techniques ou d'outils ou de manières comportementales communes. Par exemple, si Paul, avec Karina, lui disait « mais je comprends pas trop, tu donnes un cadeau d'anniversaire, tu viens toujours me parler, tu cherches les regards, etc. En même temps, sur Instagram, tu me réponds pas, donc qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Là, la personne peut utiliser les renversements de rôle ou le gaslighting, mais à des fins de se protéger de devoir dire la vérité. Pourquoi ? Parce que Karina, à ce moment-là, si elle dit en fait, moi, je suis contente de l'interaction qui est là, c'est-à-dire que j'ai ce que je veux, en fait, ça nourrit un vide, mais moi, je compte pas aller plus loin. Là, Paul, il risque de dire ah, ok, donc du coup, tant pis, on veut pas la même chose. Moi, je veux A, toi, tu veux B, du coup, ça matche pas, les saluts. Mais en faisant ça, du coup, Karina, elle perd le fait qu'elle puisse combler son vide. Donc, afin de protéger ce qu'elle obtient, elle peut faire un peu de gaslighting, un peu de renversement de rôle, un peu de traitement par silence ou d'injonction paradoxale. Ça va vraiment dépendre du cas par cas. Et là, attention, et pourquoi je précise ça ? Parce que c'est pas parce que Karina, elle fait ça que c'est forcément une PN. Elle peut utiliser les mêmes techniques, mais
à des fins défensives pour sauter toute responsabilité puis pas avoir à dire la vérité, sinon elle perdrait quelque chose. Dans le cas numéro 2, Thomas, il peut utiliser les mêmes techniques, mais là, ça sera, comme on l'a vu, dans le cas numéro 2, c'est quand même un peu plus violent. C'est quand même beaucoup plus violent. Et le but, là, chez Thomas, c'est de garder, finalement, le fait d'être valorisé, etc. Et puis, dans le cas numéro 3, le pervers narcissique, là, il y a clairement une intention, encore plus sur ces mêmes outils, ces mêmes méthodes, ces mêmes techniques, une intention de détruire, une intention d'avoir sous emprise et, en fait, de bousiller l'autre personne, en fait. Donc, il faut regarder bien évidemment l'intention, mais pas que les outils. Et en fait, je le dis maintenant plutôt qu'à la conclusion, mais en fait, ce qu'il faut juste regarder, c'est le résultat. Alors ça, c'est dur, hein, évidemment, quand on est dans les relations style cas numéro 2 avec Thomas et Pauline, par exemple. Quand on est né dans le guidon, forcément, c'est prendre du recul et de la hauteur. Bah, c'est ça le challenge, en fait, quoi. Parce qu'on est empêtré dans notre propre psycho-émotion, etc. et dans l'interaction. Mais l'idée, c'est de dire, ok, peu importe la technique de la mine de pain, le gaslighting, l'orbiting, peu importe en fait les techniques qu'on utilise ou les intentions de l'autre personne. Est-ce que le résultat final de ce que ça donne me paraît plutôt sain ou me paraît plutôt toxique ou malsain ou dysfonctionnel, ou en tout cas ça ne correspond pas à ce que je veux. Et ça, c'est une question qui est fondamentale parce que dans quel cas je l'arrange ? Carton de gauche, c'est une relation saine, ou carton de droite, dysfonctionnel, toxique, ou en tout cas qui ne me convient pas. Et ça, en général, on a la réponse tout de suite. Ce qui fait qu'une fois qu'on a la réponse tout de suite, qui est en fait carton de droite, quoi, c'est dysfonctionnel ou toxique, ou en tout cas, ça me convient pas en fait, je suis pas à l'aise là-dedans, je suis pas bien en fait. Une fois qu'on a ça, c'est là où il faut s'y accrocher, il faut dire, ok, donc je sais que c'est pas ce que je veux, donc l'idée, c'est que je me retire. Alors évidemment, on est d'accord, c'est ça le challenge, quand on est dedans, c'est là qu'il y a le vrai taf, parce que c'est compliqué. Mais c'est vraiment ça qu'il faut regarder plutôt que de rentrer dans les détails du truc, de oui, mais en fait, dans ses yeux, j'ai lu que, et en fait, les gestes et tout. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on essaye de faire tout ça pour essayer de se faire croire à soi-même que c'est du carton de gauche, en fait. Que la relation peut fonctionner ou elle pourrait fonctionner, mais que c'est moi qui, nanani, nanana. Non, dans le doute, on s'en va. Alors évidemment, je le dis comme ça pour que ça soit simple à comprendre, mais c'est l'idée. Alors pour le cas de la perversion narcissique, là on passe vraiment un cap parce qu'il s'agit de prendre le pouvoir psychique sur la personne, de la vider de son estime, de l'isoler et d'inverser sa psychologie et de la faire douter d'elle-même, donc notamment via le gaslighting, donc de lui faire douter de sa propre vérité. Ça c'est extrêmement puissant parce que la victime va même se demander si ce qu'elle se rappelle est vraiment ce qui s'est passé, pour montrer à quel point ça va super loin. Et donc à la fin, la personne elle est désarmée et donc elle va se fier au bourreau. Alors les signes caractéristiques incluent, donc dans ce genre de relation, la liste n'est pas exhaustive, alternance chaud-froid déstabilisante, dévalorisation subtile ou brutale. Alors ça va dépendre de quel style de PN, en face de quoi on est. C'est-à-dire est-ce qu'on est face à un PN par exemple extraverti, qui va plus avoir tendance à être plutôt brutal, etc. Alors qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique de type introverti, ça va beaucoup plus être dans le subtil. Il va y avoir aussi un isolement social, qu'il soit créé de la part du PN ou, encore plus fort, induit de la part de la victime, parce que manipulation en amont, culpabilisation constante de la victime, inversion des rôles, c'est toi qui es le problème, etc. Et une destruction progressive de l'identité de l'autre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le pervers narcissique, il sait très bien ce qu'il fait. Même si effectivement, certains avis divergent, mais quand un comportement est récurrent, répétitif sur la durée, et surtout qu'il est masqué en public, la personne sait très bien ce qu'elle fait. Alors bien évidemment, le PN, il n'arrive pas en disant « Salut, je vais te détruire ». Il agit consciemment pour maintenir l'emprise, et tout ça, c'est masqué sous une façade de charme, d'intelligence émotionnelle, voire de fausse vulnérabilité. Donc maintenant, on va voir un cas concret, donc Camille et Adrien, et j'ai nommé ce cas donc le piège invisible. Donc Camille rencontre Adrien lors d'un événement professionnel, donc il est sûr de lui, il est drôle, il est cultivé. Il semble voir en elle quelque chose de spécial. Très vite, il capte son attention par des compliments fins, des confidences profondes, une grande disponibilité émotionnelle. Il la fait sentir unique, choisie. Hyper important de comprendre ça. Et ce qui veut dire aussi que chez Camille, c'est ni bien ni mal, il y a une envie d'être unique, d'être choisi. C'est pour ça aussi que ça démarre bien ce genre de relation. C'est qu'en gros, l'autre a la bonne clé pour la bonne serrure.
En quelques semaines, la relation devient intense, presque fusionnelle. Adrien semble tout savoir de Camille, ses peurs, ses blessures, ses rêves, etc., qu'il écoute avec une apparente bienveillance. Ou serait-il en train de scanner pour savoir où il faut appuyer plus tard? Mais rapidement, du coup, il y a encore une fois, comme dans le cas numéro 2, des changements qui apparaissent. Il fait des remarques blessantes qu'il déguise en humour ou en mode, entre guillemets, sincérité. Il critique ses proches, ses choix de vie, ses réactions. Il lui fait croire qu'elle est trop sensible, trop instable. Donc là, on retrouve encore une fois le même genre de comportement qu'au numéro 2, qu'on n'avait pas dans le cas numéro 1, par exemple. Ou qu'elle interprète mal les choses. Quand Camille exprime donc un besoin ou une limite, Adrien s'offusque, minimise ou retourne la situation. Tu deviens vraiment parano, tu me fatigues avec tes émotions, je fais tout pour toi et tu ne vois jamais rien. Un jour, il disparaît sans prévenir, donc pendant plusieurs jours, puis revient comme si de rien n'était, quoi, un peu la fleur au fusil, et il revient avec un bouquet ou un mot doux, et puis Camille, du coup, forcément, elle est soulagée, ensuite elle est confuse, puis ensuite elle est dépendante, quoi. Et comme ce genre de cycle, en général, ça continue, du coup, à la fin, elle va bien être dépendante, et donc au fil des mois, Adrien isole Camille de ses proches, en semant subtilement le doute. Ta mère est trop présente. Tu trouves pas que ton amie, là, Clara, elle t'influence un peu mal? Et Camille, du coup, elle va se replier sur elle-même parce qu'il a rendu finalement les autres flous et lui a tout fait pour se rendre indispensable. Alors maintenant, voyons les intentions du pervers narcissique, donc contrôle, domination et inversion. Le Pen, lui, il n'aime pas au sens affectif du terme. Ça, il faut bien le comprendre. Il aime posséder, dominer et exister à travers l'autre. Et ça, encore une fois, là on parle de peine, donc on parle vraiment d'un cap qui était passé dans les profils toxiques et déconnants. Mais aimer, posséder, dominer et exister à travers l'autre, on peut le retrouver très légèrement dans le cas, par exemple, de Karine, qui aime, entre guillemets, posséder le fait que l'autre, Paul, la désire, mais qu'elle n'ira pas plus loin. C'est une micro-forme de domination qui est très légère, mais je veux dire, c'est quand même un chouïa là. Et c'est une question de proportion, en fait. Donc là, vraiment, dans le cas du Pen, c'est vraiment très très fort. Il aime vraiment posséder, dominer, et c'est vraiment son dada, quoi. C'est vraiment son objectif. Donc ses intentions réelles, en fait, ce sont tout simplement créer une dépendance émotionnelle pour maintenir l'autre à sa merci, se nourrir de l'admiration ou de la souffrance de l'autre, ça c'est hyper important, parce que quand il ne peut pas se nourrir de l'admiration, ça va être de la souffrance. Installer une confusion mentale permanente pour devenir le seul repère. Et inverser donc bien évidemment la culpabilité, c'est-à-dire qu'il détruit, mais c'est toujours l'autre qui est responsable, c'est pas lui-même. Et ce qui rend la dynamique finalement si dangereuse, c'est l'alternance vraiment très habile entre le rejet et la séduction, entre le bâton et la carotte. Donc le reproche et le compliment, l'indifférence et l'attention. Alors maintenant, si on regarde comme pour Pauline, quel est l'impact psychologique que Camille va vivre après une relation, enfin pendant et après une relation donc, avec un pervers narcissique, elle va avoir une identité démantelée. C'est-à-dire que le lien avec le PN peut lui laisser des séquelles profondes comparables à un état de stress post-traumatique relationnel. Donc elle va avoir certainement une dissociation émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus trop ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense vraiment d'ailleurs, c'est hyper confus, elle doute même de sa mémoire, donc elle s'adapte en permanence pour éviter le conflit, et au final elle finit par se déconnecter d'elle-même. Ensuite il va y avoir un effondrement de l'estime de soi, c'est-à-dire qu'Adrien, il a méthodiquement désactivé la valeur personnelle de Camille, donc elle doute de ses qualités, de ses perceptions, de sa légitimité à poser des limites. Ensuite, elle va avoir une anxiété chronique et hypervigilante, c'est-à-dire que Camille est constamment sur ses gardes parce qu'un mot mal placé, un regard de travers, une mèche de cheveux qui traîne, un silence de trop, c'est une critique inattendue. Tout devient finalement un danger potentiel. Donc elle va vraiment être sur le qui-vive, quoi. Et ça, c'est extrêmement stressant, ça va produire beaucoup de biochimie, notamment du cortisol à gogo, etc. Donc ça va être hyper nocif pour le corps et c'est comme ça. D'ailleurs, je vais faire un article sur ça aussi, sur les différents mots physiques qu'on va retrouver dans ce genre de dynamique. Ensuite, elle va être dans de la confusion mentale, c'est-à-dire que la manipulation cognitive, donc gaslighting, double message, inversion des responsabilités et ainsi de suite, la laisse perdue dans ses repères jusqu'à ne plus savoir ce qu'elle a réellement dit, voulu ou dire ou ce qu'elle ressent en fait, ou même ce qui s'est passé. Ensuite, il va y avoir un sentiment d'isolement et d'impuissance parce que, en fait, finalement, peu à peu, Camille, elle ne parle plus de ce qu'elle vit, ni à ses proches, déjà par honte, par peur de ne pas être crue,
ou sentiment d'être prise pour une folle. Et puis aussi parce que, il faut quand même bien admettre, les proches en général, qui sont les proches, et donc devraient être nos meilleurs alliés, sont pas forcément dans ce genre de situation les personnes compétentes parce qu'ils vont entendre des choses déjà qu'ils ne peuvent pas forcément vérifier, et même s'ils croient Camille, bah, que peuvent-ils faire finalement? Ils sont un peu démunis, désarmés, donc on peut en parler un peu, mais très vite on va se rendre compte que ça accroche pas, et puis que finalement les autres peuvent plus rien pour nous, puis qu'ils ont plus trop forcément envie d'écouter Camille, quoi. Donc du coup elle devient prisonnière d'un lien qui va l'éroder dans le temps, mais dont elle n'arrive pas à sortir. Alors si cette vidéo a mis de la clarté là où c'était flou, prends un moment pour respirer et te poser, pour voir ce que ça vient toucher en toi. Et si tu sens que c'est le bon moment pour sortir de cette spirale, eh bien, j'ai mis un lien, tu verras sous la vidéo, dans le premier commentaire, pour t'aider à avancer de façon claire, structurée et sans poudre de perlimpinpin. Donc tu mérites un lien qui ne t'abîme pas, et surtout de revenir à toi pour être dans ton unicité personnelle et dans un alignement personnel. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à aller regarder d'autres vidéos. À bientôt!